Décembre 1914. En Europe, de jeunes hommes meurent dans les tranchées glaciales du front occidental. Mais le conflit latent affecte peu les habitants de Chicago, Illinois. Fin de matinée, heure de pointe au cœur de la ville des vents. Sur South LaSalle Street, des gens font la queue pour encaisser des chèques à la nouvelle banque de la Réserve fédérale de Chicago. Il y a 41 employés dans la banque, mais certains ne sont pas ce qu'ils paraissent. Voici l'équipe de Pulaski, et les 6 hommes s'apprêtent à réaliser leur premier et unique braquage. Certains sont déguisés en gardes, tous gardent la tête baissée. Ils essaient de s'assurer qu'aucun des vrais employés de la banque ne les remarque, ni le fait qu'ils ont tous des Colt 1910 cachés dans leur veste. Ils ne comptent pas tirer partout ni chercher de l'argent liquide. Leur objectif est ailleurs. Les 2000 tonnes américaines de lingots d'or stockés dans un coffre verrouillé au sous-sol lors d'un transfert gouvernemental classifié. Giuseppe Permantofiori, un Italien de petite taille, membre du gang, aux cheveux plaqués en arrière, discute avec un guichetier. Permanto a la langue bien pendue. Il est capable d'entrer dans n'importe quelle pièce et de parler à des inconnus comme s'il les connaissait depuis des années. La guichetière est tout de suite séduite quand il lui demande comment ouvrir un nouveau compte. La diversion fonctionne assez bien pour qu'elle ne remarque rien, tandis que les jumeaux chinois A.H. Tom et A.Nom maîtrisent 3 gardes à proximité. Ils n'utilisent pas leurs armes car le bruit causerait une panique. Pour réussir le coup, ils ne doivent faire aucun bruit. Nul ne sait comment ils s'y prennent, mais en quelques secondes, les gardes tombent inconscients. C'est maintenant au tour de Matt Moody d'entrer en scène. Avec une force impressionnante, il parvient à soulever les gardes inconscients et à les transporter hors de vue comme s'ils n'étaient que des sacs de farine. Une fois les gardes hors jeu, Moody et les jumeaux prennent leur place comme si de rien n'était. Pendant que tout cela se passe, le chef de l'équipage, une figure imposante nommée Richard Deschapelles, observe la scène, donnant discrètement des signaux à ses hommes. Chappelle est une figure notoire du milieu criminel de Chicago, mais malgré sa réputation, personne ne semble réagir à sa présence, à part les autres membres de son équipe. Le 6e membre de l'équipe, Louis Bernstein, un homme juif frêle aux lunettes rondes, attend avec appréhension que le patron lui fasse un signe. Mais ce n'est pas encore son tour. Pour l'instant, c'est de nouveau au tour de Permanto. Il sort son arme et met à profit sa langue bien pendue, ordonnant calmement au guichetier et aux clients de se coucher par terre et de rester silencieux. Contre toute attente, tout le monde obéit. Grâce à un trousseau de clés volées, Chappelle, Moody, Bernstein et les jumeaux accèdent à la chambre forte du sous-sol. Ils arrivent devant la porte de la chambre forte, en acier massif. Forcer ce coffre prendrait des jours, mais Chappelle et l'équipe Pulaski ont plus d'un tour dans leur sac. « À toi de jouer, Buggles », dit Chappelle en faisant un signe de tête à Bernstein. Avec l'accord du patron, Bernstein s'avance. Il pose ses mains sur la porte, le feu entoure ses doigts, le métal commence à chauffer. Tel un chalumeau humain, Bernstein parvient à faire fondre la porte de la chambre forte pour accéder aux richesses à l'intérieur. L'équipe Pulaski est une équipe de braqueurs anormaux, et leur chef, Chappelle, n'est pas un simple parrain de la mafia. Le chef de l'infâme Chicago Spirit, son pouvoir anormal, c'est un manipulateur de la réalité de type C. Permanto possède le pouvoir de persuasion, capable de convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi. Moody est super fort, les jumeaux sont des thaumaturges experts, et Bernstein peut créer et contrôler le feu. C'est la combinaison parfaite de pouvoirs nécessaires pour réussir le braquage parfait en seulement 19 minutes environ. Il pensait qu'en ouvrant le coffre, Bernstein verrait que quelque chose cloche. Le sort sur la banque a disparu, et les bruits de tirs et les sirènes approchantes annoncent de mauvais présages pour l'équipe. Bernstein regarde autour de lui, espérant recevoir des instructions du patron sur ce qu'il doit faire. Mais Chappelle est introuvable, et lorsque la fumée se dissipe, l'or a également disparu. Plus tard dans la journée, toute l'équipe, à l'exception de Chappelle, se fait prendre en photo au poste de police. La police de Chicago reste perplexe face à ce braquage. Comment ils ont maîtrisé si aisément leurs otages, fait fondre la chambre forte sans chalumeau, et surtout, comment les lingots d'or se sont volatilisés. C'est là qu'intervient l'agent SCP infiltré, le détective Chad Peak. Il interroge Bernstein en premier. Peut-être que c'est juste à cause de ses lunettes, mais il a l'air d'être le genre d'homme assez intelligent pour faire ce qu'il faut. Peak entre dans la salle d'interrogatoire et enlève son chapeau détective. « Que puis-je faire pour vous ?» demande Bernstein, comme s'il s'agissait d'une visite à domicile et non d'un interrogatoire. « Je pense que nous savons tous les deux la réponse », répond Peak. Bernstein esquisse un sourire en coin. « Rafraîchis-moi la mémoire. » Peak va droit au but. Il demande où est l'argent et où est l'homme qui l'a pris.
À la mention de Chappelle, l'expression de Bernstein s'assombrit. Même si c'était le cas, donne-moi une bonne raison pour laquelle je te le dirai. Pick croise les bras et hausse un sourcil. J'ai 30 raisons qu'un juge fédéral se fera un plaisir de te donner. Bernstein paraît indifférent à la menace de prison. Malgré son apparence, il semble être tout aussi endurci que ses complices, du moins en prison. « Je serai en vie », ricane-t-il. « Vous avez déjà rencontré Monsieur Chappelle, détective. » Malgré ses années à la police de Chicago, Pick n'a jamais rencontré Richard Chappelle. Bernstein rit sombrement et dit qu'il devrait s'estimer chanceux. D'habitude, dans ce métier, explique Bernstein, plus on travaille avec quelqu'un, moins on le craint. Pour Monsieur Chappelle, c'est l'inverse. J'ai participé avec lui à l'un des plus grands braquages et je le crains autant que tout le monde. C'est vrai? Pick lui lance un regard sceptique. Bernstein secoue la tête. Non, rectifie-t-il, encore plus. J'ai vu ce qu'il fait aux balances, mais tout cela n'a plus d'importance. Je ne sais pas où il est, il se penche, sa voix à peine plus qu'un murmure. Et franchement, moins j'en parle, mieux c'est. Pick s'arrête, se gratte pensivement le menton. Il espérait pouvoir en tirer plus, mais au moins il sait une chose avec certitude. Je sais que tu sais où est l'or. Bernstein secoue la tête. Je n'ai tué personne, ce qui veut dire que je ne risque pas la peine capitale, dit-il. Pourquoi ne pas purger ma peine et revenir le chercher ensuite en homme libre? Pick sourit d'un air narquois. Pourquoi penses-tu être le seul à avoir eu cette idée? À ce moment, Bernstein blêmit. Quoi? Les 4 autres prévoient la même chose, dit Pick, et qui sait s'ils ne sortiront pas plus tôt pour bonne conduite. Bernstein est sans voix, une goutte de sueur roule sur son front. Il comprend exactement ce que Pick sous-entend. Je ne sais pas où il est, dit-il, mais je sais ce qui lui est arrivé. C'étaient les jumeaux, ils sont entrés et ont fait leur espèce d'abracadabra venu d'ailleurs. Pick ouvre son carnet et commence à griffonner quelques notes rapides. « Monsieur Chappelle, il a dit qu'il avait tout prévu, » dit Bernstein. « Il ne laisserait rien d'aussi risqué échouer, il prépare quelque chose. » Pick prend encore quelques notes avec Moody, sans aucun doute, poursuit Bernstein. Il prendrait une balle pour le patron. Il prépare quelque chose, j'en suis sûr. Maintenant, Pick a une piste à suivre. Le prochain à être interrogé est Moody. Pick entre et s'assoit. Moody lui dit d'emblée « Je ne suis pas une balance ». Pick lui apprend que les autres membres de l'équipe ne sont pas aussi honorables. « J'ai Buggles qui est en train de tout déballer dans la cellule d'à côté », dit-il en désignant le mur adjacent. « Je parie que c'était lui le malin, non ?»« Le malin. » « Ouais, Moody râle, mais pourquoi tu ne le suis pas, hein ?» Pick croise les bras. « Ne sois pas un pigeon, crache le morceau. » « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Moody dit. « Tu l'as dit toi-même, détective. Buggles et le patron ont tout planifié. J'étais juste le gros bras, chargé d'éloigner les flics et de surveiller les idiots pendant qu'on vidait l'endroit. » Voilà qui est intéressant. Il demande à Moody de raconter toute l'histoire depuis le début. Selon lui, Fiori connaissait une strega, une sorcière italienne, qui faisait affaire avec la mafia. Fiori a présenté la strega à Chappelle, qui lui a demandé de préparer une potion pour que personne à la banque ne trouve à redire aux membres de la bande de Pulaski. À moins que l'un d'eux fasse quelque chose qui leur fasse penser le contraire, comme lui tirer dessus, précise Moody. Pick lui demande de continuer. « Vous semblez avoir quelque chose de personnel contre Monsieur Fiori » dit-il. « Eh bien, j'ai déjà travaillé avec lui, dit Moody. On s'est fait prendre à 3 kilomètres de la ville et il discute avec le flic. Avant que je réalise, il m'a tout mis sur le dos. » Le petit mouchard Pick ne manque pas de le noter aussi. Il redemande à Moody ce qu'il pense de Bernstein. « C'est un lâche, il n'a pas l'instinct de tueur. Si tu dois descendre quelqu'un, ricane Moody. Il répétait sans cesse qu'il ne voulait pas de massacre. » Cela rappelle à Pick à quel point Bernstein insistait sur le fait qu'il n'avait tué personne. Il demande des nouvelles de Chappelle. Il était avec nous quand il a forcé ce coffre-fort au chalumeau. Puis, dès que les flics ont commencé à tirer pour entrer, il a disparu. Moody jette un regard soupçonneux par-dessus son épaule et baisse la voix. « Je ne pense pas qu'il ait jamais été là. Pour commencer, Pick note par remplacement dans ses carnets. Avec quelqu'un comme Chappelle, on ne sait jamais. » Puis Moody lui dit ce qu'il pense être arrivé alors. Buggles était avec les jumeaux dans la chambre forte lors de sa disparition. Il aurait pu les stopper, mais ne l'a pas fait. Pick note une dernière chose. Soit Moody ment, soit Bernstein ment, soit ils mentent tous les deux. Mais avant de pouvoir parler aux jumeaux, il doit parler à Fiori. Comparé aux deux autres, Fiori est calme, presque joyeux. Il affirme que la prison ne le dérange pas et n'est pas aussi terrible que ce que l'on raconte.
Appréciant l'honnêteté, Pic va droit au but. On va faire ça rapidement. 3 questions. La première question concerne la Strega. Je ne sais pas ce que Signori Chapelle a donné à la Strega en échange, dit Fiori. D'habitude, elle travaille pour l'organisation, donc ça devait être une compensation généreuse, rit Fiori, ou, connaissant la façon de faire du Signori, suffisamment intimidant. Il explique ensuite comment le sort a marché. Il fallait des cheveux et du sang des employés de la banque. Pic pose sa deuxième question. Sais-tu où les jumeaux ont déplacé l'or? Fiori secoue la tête. Non, je ne sais pas. Messieurs, allez, aidez-moi un peu ici. Pic n'est peut-être pas très persuasif, mais il sait parler aux criminels. Je suis sûr qu'aider à retrouver les lingots d'or nous vaudrait un juge très reconnaissant. Fiori finit par céder. Même 2 Talmix ne suffisent pas à déplacer une telle masse sur de grandes distances, explique-t-il. Je ne sais pas où c'est, mais c'est dans la ville. Pic acquiesce d'un signe de tête et note. Mais les sorts ne se font pas sur un coup de tête, poursuit Fiori. C'était planifié. Je pense que les jumeaux et Signori Chapelle nous ont tous trahis. Pic comprend par là que Fiori ne sait pas non plus où se trouve Chapelle. Pic le remercie d'être plus accommodant que les autres. Ils mentent effrontément, dit Fior. Ils n'ont pas de raison de mentir, mais Signori Bernstein risque d'être accusé de meurtre. Les yeux de Pic s'écarquillent. Ce que Moody a dit sur lui a du sens. Il demande des précisions à Fiori. Il a brûlé la porte de la chambre forte pour la traverser sans se rendre compte qu'il y avait un garde de l'autre côté qui n'était plus qu'un tas d'os calcinés. Maintenant, il est temps de parler aux jumeaux, Anom et Atom. Pic ne peut parler qu'à Atom, cependant, car Anom est muet depuis qu'on lui a coupé la langue il y a de nombreuses années. Comme Fiori, ils sont tous les deux d'un calme olympien. Pic va droit au but. « Il est tout? Où est quoi ?» demande Atom. Pic serre les dents. « Ne te moque pas, je sais que vous deux n'auriez pas pu le déplacer bien loin. »« Tu as l'air tendu, » officier Atom sourit. « Peut-être que tu as un intérêt personnel à retrouver les lingots. »« Tu ne le trouveras pas sans nous, et tu sais ce que nous voulons. » Pic fronce les sourcils, il n'est pas là pour négocier. Les jumeaux se regardent, Anoum signe quelque chose à son frère, puis tous deux regardent à nouveau Pic. « Nous, oui, dit Atom. »« Surveille ta langue, dit Pic, à moins que tu veuilles qu'on te la coupe aussi. » Un silence stupéfait s'installe, Atom fronce les sourcils. « Comment saviez-vous que la langue de mon frère avait été coupée, inspecteur ?» demande-t-il. Pic s'éclaircit la gorge. « Bagels me l'a dit, dit-il. Anoum lève 7 doigts, le nombre de bouteilles qu'on nous a données, explique Atom. Voulez-vous parlementer, officier? À ce moment-là, Pic renvoie le sténographe et le reste de son entretien n'est pas transcrit. Nous ignorons ce qui s'est dit ensuite dans la pièce. Le lendemain, Chad Pic n'est pas venu à son bureau du commissariat du 17e. Un collègue inquiet a découvert son appartement saccagé et du sang partout en venant prendre de ses nouvelles. Le corps de Pic a été retrouvé enfoncé dans le placard avec des touffes de cheveux arrachés et vidé de presque tout son sang. Curieusement, bien qu'il ait été vu la veille, il semblait que son corps était déjà dans un état avancé de décomposition. Lorsque des agents supplémentaires sont arrivés sur les lieux du crime, les corps de A.H. Noom et A.H. Tom ont été retrouvés dans la benne à ordures dans la ruelle derrière la résidence de Pic, enveloppés dans une toile de protection. Les deux sont décédés d'une unique blessure par balle. Nous ne savons toujours pas comment l'un ou l'autre a pu s'échapper et la localisation de Richard Chapelle ainsi que de l'or volé reste inconnue. La Fondation suppose que l'agent dit Pic était complice de Chapelle, utilisant la potion de la Strega pour usurper l'identité de l'agent Pic qu'il avait tué plus tôt dans la semaine. On pense que cette personne a aussi discrètement libéré Atom et Anom de leurs cellules. Mais la question reste, qui était le meurtrier? Cet associé inconnu a-t-il tiré sur les jumeaux après un désaccord sur l'or, ou une tierce personne, informée de leur plan, leur a-t-elle tendu une embuscade? Peut-être que tous les trois ont été tués simplement pour ne laisser aucune piste, seuls les corps d'Anom et d'Atom ayant été retrouvés. Peut-être que le tueur et l'imposteur étaient tous deux Chapelle. Même vu à la banque lors du braquage, sa capacité à se dédoubler permettait qu'il soit aussi au poste de police. Et le garde prétendument tué par Bernstein? Peut-être que cela s'est vraiment passé, ou peut-être que Fiore mentait pour faire paraître son complice plus coupable qu'il ne l'était. Peut-être qu'une troisième option existerait si le sort de déplacement de l'or avait été prévu. Les os calcinés n'étaient pas ceux d'un garde, mais servaient simplement de composants macabres aux travaux thaumaturgiques des jumeaux. En matière criminelle, il n'est jamais totalement clair de savoir qui dit la vérité et qui essaie simplement de sauver sa propre peau. La technologie médico-légale était balbutiante en 1914 et tous les protagonistes sont décédés depuis longtemps.
Malgré toutes les ressources de la Fondation SCP, il est possible que nous ne sachions jamais ce qui s'est réellement passé. Nous vous invitons à consulter tous les dossiers sur cette affaire. Si vous découvrez un élément nouveau, vous pourriez résoudre un mystère centenaire. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre affaire tirée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-189, le parasite imitateur de cheveux.